Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus aussi nombreux, encore une fois, à la bibliothèque Louis Aragon d'Amiens. On est absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir surtout monsieur Michel Bitbol, ici présent. Donc, Michel Bitbol, vous êtes l'un de nos plus importants penseurs en activité, selon moi, c'est un vie personnelle, mais il est quand même partagé. Vous êtes philosophe, vous avez une formation de médecin au départ, et vous êtes également physicien. Mais aujourd'hui, vous vous considérez essentiellement comme un philosophe. Donc, vous êtes directeur de recherche au CNRS, rattaché aux archives Husserl à l'École normale supérieure de Paris. Vous êtes également chargé de cours, vous avez également été chargé de cours à l'École polytechnique. Et vous encouragez également le dialogue entre Orient et Occident à travers des conférences dans le cadre de Mind and Life, si je ne m'abuse, dans les milieux de la méditation et du bouddhisme. Vous êtes, par exemple, intervenu auprès du Dalai Lama à plusieurs reprises. Alors, votre travail est extrêmement sérieux, mais il est également libre et transdisciplinaire, donc il est tout à fait intéressant pour une bibliothèque comme la nôtre de présenter vos travaux au plus grand nombre, comme aujourd'hui. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, comme De l'intérieur du monde, Physique et philosophie de l'esprit, Mécanique quantique, une introduction philosophique, et est annoncé pour 2019, Maintenant la finitude, peut-on penser l'absolu, toujours chez Flammarion. Vous êtes également auteur de nombreux articles qui seraient trop longs de citer, et vous êtes traducteur d'Erwin Schrödinger, le grand physicien et philosophe allemand du début du XXe siècle, qui vous a entraîné vers la philosophie. Donc aujourd'hui, nous allons parler plus essentiellement de la conscience. Donc c'est une question difficile, s'il en est, puisque la conscience, plus que tout autre sujet, se situe du côté de l'expérience partagée et presque pure. Alors là, vous me reprendrez sur les mots, mais davantage que du côté de la définition verbale, presque nécessairement imparfaite. Vous avez écrit à ce sujet une somme tout à fait considérable et passionnante. La conscience a-t-elle une origine? Des neurosciences à la pleine conscience, une nouvelle approche de l'esprit, chez Flammarion en 2014. Voilà le livre que vous pourrez trouver à la fin de la conférence avec notre libraire partenaire Martel, qui prend la forme un peu amusante d'une enquête avec assez nombreuses questions. Je crois que c'est en plusieurs chapitres, une quinzaine de chapitres qui prennent la forme de questions. Donc aujourd'hui, nous allons donc braver les imperfections du langage, puisqu'il faut bien essayer de communiquer le caractère difficile à accrocher de la conscience, pour essayer malgré tout de clarifier notre regard sur ce phénomène par la communication verbale, donc évidemment en faute de mieux. Donc la conscience a ce site passionnant, qu'on peut essayer de la cerner par différentes méthodes, donc là vous y revenez assez longuement dans votre livre. Elle permet des discussions assez joyeuses et parfois un peu féroces entre différents points de vue, différentes écoles. Elle permet aussi de mettre à jour et de révéler un certain nombre de préjugés épistémologiques, donc l'histoire des sciences, de façon d'appréhender la science, parfois qu'elle dévoile assez aisément. Donc elle garde cependant toujours une part de mystère, ça c'est assez net. Et si on ne lui trouve pas d'origine de source d'émergence, c'est peut-être, alors hypothèse, qu'elle est elle-même à l'origine, ou une origine du phénomène vivant. La conscience est en tout cas au cœur, au moins, de l'expérience humaine. Pour le reste, c'est sans doute un peu plus difficile de savoir. Elle est peut-être la lumière qui fait que se présente quelque chose plutôt que rien, pour reprendre la célèbre interrogation de Martin Heidegger. C'est donc un sujet complexe que nous allons essayer de rendre abordable au cours d'une conférence de type d'éducation populaire, en évitant d'employer un vocabulaire trop technique et en essayant d'être pédagogue et assez subjectif ou personnel. Vous pourrez vous exprimer en votre nom. Donc, je vous rappelle le principe des conférences, entre 1h15 et 1h30 de questions d'entretien avec Michel Bitbol et moi-même, et une vingtaine de minutes de discussion avec le public. Mais si il y a des choses qui vous semblent trop obscures, vous pouvez intervenir et demander des précisions, évidemment. Donc merci à toutes et à tous, et on vous souhaite une excellente conférence. Et merci encore à Michel Bitbol. Bon, je commence tout de suite par un aperçu un peu biographique. Donc, Michel Bitbol, comme je l'ai dit, vous avez une solide formation médicale, vous êtes neurologue, philosophe, enfin pas neurologue, médecin, pardon, philosophe, mais qui s'intéresse aux neurosciences, et vous avez écrit sur des sujets en apparence divers, et avez consacré un gros livre sur la conscience. Quel a été votre cheminement personnel vers ce sujet de la conscience?
et pourquoi ce désir d'éclairer cet état, celui de la conscience en l'occurrence? Alors, le cheminement, il est certainement assez ancien. Il est même quasiment, je dirais, enfantin. C'est-à-dire que au cours de ma formation intellectuelle, je me suis intéressé à un certain nombre de thèmes qui me permettaient, me semblait-il, d'éclairer la nature du monde et des choses. Et c'est pour ça que j'ai fait des sciences. Des sciences parce que je pensais que là, je trouverais la clé d'explication essentiellement du monde. Et dans le monde, je m'incluais moi-même, mais d'une façon assez floue. C'est-à-dire comme une sorte d'autre objet. Un objet un peu mystérieux, mais un objet quand même. Et donc, il y avait toute cette démarche de se précipiter en quelque sorte dans une enquête concernant les sciences objectives, concernant la façon dont les objets du monde se comportent, quels sont les constituants des objets du monde, quels sont les secrets cachés finalement de ces objets du monde à travers peut-être les champs quantiques et d'autres choses un petit peu mystérieuses. Et puis, il y avait des aperçus très brefs qui me venaient et où je me rendais compte que cette précipitation vers les objets du monde m'empêchait de voir quelque chose qui est bien plus près de nous, c'est-à-dire cette espèce de fenêtre à travers laquelle on voit tout le reste, c'est ce milieu transparent qu'on ignore justement tellement il est proche de nous, et que finalement, à chaque fois que je parlais des objets du monde, à chaque fois que je pensais à ces équations, à ces symboles qui permettaient, pensais-je, d'éclairer les mystères, eh bien, il y avait quelque chose qui était là, toujours, à tout instant, c'est-à-dire la conscience de réaliser les objets du monde, la conscience de voir des mystères, la conscience de comprendre les symboles. C'était toujours là. C'était peut-être ça, la clé. Et la clé qui était d'autant plus difficile à saisir qu'elle était trop près de nous. Alors, il y a de nombreuses façons d'essayer d'appréhender la conscience, selon ses différents niveaux. Je crois que vous en distinguez 4, conscience de soi, conscience morale, etc. Vous pouvez y revenir si vous voulez. Et on peut, à mon avis, distinguer 3 grands champs d'investigation, d'interrogation de la conscience. Le champ scientifique, d'où vous venez au début, puis des neurosciences notamment, le champ philosophique, vers lequel vous vous êtes tourné, à travers la phénoménologie sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine question, et le champ religieux, spirituel, pour aller vite. Alors ma question est la suivante: quelle est selon vous, donc de façon très personnelle, et même je sais que la définition est difficile, mais malgré tout, en essayant de faire un effort de clarification, même si c'est imparfait, quelle est selon vous la définition verbale de la conscience qui approcherait le plus d'une forme de vérité? Là, évidemment, vous me posez une des questions les plus difficiles qui soit, et je vais avoir besoin de quelques développements. Quelques développements non pas pour clarifier les choses, mais pour montrer à quel point elles sont délicates. Donc la première chose qui vient à l'esprit, c'est que quand vous me demandez de définir la conscience, je pense au sens du mot définition. Définition, ça veut dire établir une clôture, une finitude, d'accord ? Ça veut dire séparer la conscience de ce qu'elle n'est pas. Alors en un sens, c'est assez facile. On pourrait dire la conscience, ce qu'elle n'est pas la conscience, elle n'est pas l'inconscient, elle n'est pas les choses dont nous pensons qu'elles ne sont pas conscientes, c'est-à-dire les tables, les chaises, etc. Donc on a l'impression que des oppositions sont possibles. Mais si on y réfléchit d'un peu plus près, c'est-à-dire si on se rapproche un peu de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on voit ? On se rend compte qu'à chaque fois que je parle de quelque chose qui n'est pas conscient, ou quelque chose dont je n'ai pas conscience, quelque chose donc qui est étranger à la conscience et dont je pourrais distinguer la conscience, qu'est-ce qui se passe ? En vérité, je suis maintenant conscient de ces choses dont je prétends ne pas être conscient. Puisqu'à travers la pensée que je n'en suis pas conscient, en vérité, j'en suis conscient. Donc là, je me pose des questions et je me dis, mais alors, est-il vraiment possible de séparer la conscience d'autre chose ?
Puisqu'à l'heure actuelle, en un certain sens, et là, je sais que je vais peut-être en faire sursauter quelques-uns, elle est tout. Tout ce que nous avons. Des fois, je demande à mes étudiants, pouvez-vous me citer quelque chose dont vous n'êtes pas conscient? Ils me citent, alors, quand ils ne font pas attention à la question, ils disent, ah oui, par exemple, le Big Bang. Je n'en suis pas conscient parce qu'il n'y avait pas d'être conscient à l'époque, etc. Oui, mais à partir du moment où ils l'ont cité, visé, etc., ils en sont conscients. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose, un problème fondamental pour définir la conscience. Le deuxième problème fondamental pour définir la conscience, c'est que pour définir la conscience, on aurait besoin, comme on le fait dans tout dictionnaire, d'enchaîner des mots. Alors les mots, qu'est-ce qu'ils ont comme propriété principale? La propriété principale des mots, c'est de signifier quelque chose. Mais qu'est-ce que signifier quelque chose? Supposez que je vous demande, pensez à une rose. Pensez à une rose. J'ai dit le mot rose, et tout à coup, je vous ai renvoyé dans un jardin, au printemps. Pas maintenant, parce que ce n'est pas la saison. Donc, je vous ai envoyé plus loin, peut-être avant cette séance, ou peut-être après, si on pense au printemps suivant. Donc je vous ai poussé du présent de l'énonciation, du présent du son rose, vers quelque chose qui est lointain, passé, futur, dans un jardin. Pas ici en tout cas. Et donc, pour moi, la signification, c'est le renvoi, loin du présent, vers autre chose. Or, si vous voulez vous rendre compte de la conscience, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est justement d'éviter tout éloignement vis-à-vis du présent. Parce que la conscience, elle est là, maintenant, à cet instant, en chacun d'entre vous. Et donc les mots nous éloignent. Donc les mots, ils divisent, et ça ne marche pas. Les mots nous éloignent, et ça ne marche pas non plus. Donc ça forme tout un chapitre de mon livre. Pourquoi la définition de la conscience est une sorte de contradiction dans les termes. Mais maintenant, maintenant que j'ai dit ça, on peut essayer d'utiliser des définitions un peu mystérieuses qui vous font capter par des métaphores, par des clins d'œil, quelque chose de la conscience. Par exemple, je pense à la définition de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, vous savez, ce philosophe viennois, qui ensuite a migré à Cambridge. Et Ludwig Wittgenstein, parmi toutes ses œuvres, a écrit un certain nombre de livres excellents autour du problème de l'expérience de la conscience. Dans l'un d'entre eux, il dit « La conscience, ce n'est pas quelque chose, mais ce n'est pas rien. » C'est mystérieux, c'est beau. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une chose que vous puissiez toucher, mais ce n'est pas rien. Et lui, dans un autre passage, peut-être encore plus étrange, il dit, mais la raison pour laquelle ce n'est pas rien, c'est peut-être que c'est tout. Et ça, c'est peut-être un peu plus avancé. Donc je suspends et je garde cette première définition qui me plaît. La deuxième définition que j'ai trouvée chez un autre philosophe, un philosophe allemand du début du XXe siècle, celui-là, pas forcément parmi les plus connus, mais à mon avis parmi les meilleurs, qui s'appelle Ernst Cassirer. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler d'Ernst Cassirer. Alors, Ernst Cassirer dit ceci dans son livre c'est la philosophie des formes symboliques. Il dit « La conscience, c'est ce but auquel toute la connaissance tourne le dos. » Ce but auquel toute la connaissance tourne le dos. La connaissance, c'est une connaissance des choses, une connaissance des objets, une connaissance de ce qui est là devant, une connaissance de ce qui est étalé sur la paillasse du chercheur, une connaissance de ce qui est sous le microscope, bref, une connaissance de ce qui est devant nous. Mais la conscience, elle n'est pas devant nous. Je pourrais dire, elle est simplement là. Mais je pourrais aussi dire, comme Cassirer, c'est ce à quoi nous tournons le dos. Elle est là. Elle n'est pas là. Elle est ce qui permet de voir des choses là-bas. Mais elle n'est pas elle-même là-bas.
Voilà un petit peu une autre définition de la conscience. Bon, maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que vous êtes cryptique et mystérieux, vous ne voulez pas vous engager, vous ne voulez pas nous dire qu'est-ce que c'est que la conscience. Alors, je me rappelle avoir eu un collègue qui m'a dit, mais alors, ça suffit Michel, tu ne vas pas tourner autour du pot sans arrêt. Si tu as un étudiant qui te pose la question sur qu'est-ce que la conscience, tu vas bien lui dire quelque chose quand même. Et là, je vois un étudiant qui arrive et qui me demande justement, alors qu'est-ce que la conscience? Et je le regarde dans les yeux et je lui dis, mais qui pose la question? Et j'arrête comme ça. Alors, il y a un moment de trouble, il ne sait pas très bien quoi répondre, et à la fin, il se rend compte. Mais oui, c'est ça ce que je veux lui dire. Ce que je veux lui dire, c'est, si tu veux savoir ce que c'est la conscience, essaye de ne pas voir ce que tes mots peuvent désigner. Essaye de revenir là d'où la question est venue. Et là d'où la question est venue, c'est là le lieu de ta conscience. Ok, mais vous allez me dire, toujours ce mystère, toujours cette évasion vis-à-vis de la tentative de concrétiser par des mots. C'était des précautions. Maintenant, on peut essayer. Et là, il y a effectivement plein de définitions qui sont sur le marché, comme on dit. Hein. Il y a plein de choses qu'on dit sur la conscience. Alors, d'abord, je peux vous citer les deux principales définitions opératoires de la conscience qui permettent aux neurobiologistes, aux neurologues, dans leurs hôpitaux et dans leurs laboratoires, de travailler, disent-ils, sur la conscience. Alors, les deux définitions, c'est 1. La conscience est le pouvoir de synthèse de toutes les informations mentales. Car vous savez que l'esprit travaille de façon en partie inconsciente. Il y a ce qu'on appelle un inconscient cognitif. Il y a des choses que nous faisons très bien, sans en être conscients. Bon, l'exemple majeur, c'est quelqu'un qui conduit sa voiture et qui parle en même temps à quelqu'un. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, et pourtant, il le fait très bien. Donc, son activité mentale, qui lui permet de détecter les obstacles, d'éviter, même éventuellement de lire les limitations de vitesse sur la route, toute cette activité mentale, il la fait non consciemment. Donc, finalement, la conscience n'est pas là. Mais il y a beaucoup d'autres activités mentales qu'il fait de façon également inconsciente. Mais à un moment, toutes ces activités mentales vont se réunir et devenir, disons, être éclairées, pour prendre la métaphore habituelle, par la lumière de la conscience. Donc, les spécialistes de sciences cognitives disent la conscience est la fonction cognitive qui nous permet de synthétiser les informations mentales. Voilà une définition. Deuxième définition, la conscience est une forme, alors je dis le mot, après je vous l'expliquerai, une forme de métacognition, c'est-à-dire une forme de cognition de la cognition, une forme de connaissance de la connaissance. La conscience, c'est une manière de se rendre compte que quelque chose apparaît. D'après cette deuxième définition. Et effectivement, ces définitions-là permettent aux neurobiologistes de dire, bon, cette personne, elle se rend compte qu'il lui arrive quelque chose, par exemple, puisqu'elle peut m'en parler. Cette personne, elle se rend compte de toutes les activités mentales qu'elle est en train d'avoir, et donc elle est consciente. Voilà des critères. Mais est-ce que tout y est? Et moi, je réponds non, évidemment, parce que quand vous avez, par exemple, la définition de cognition de la cognition, connaissance de la connaissance, oui, mais qu'est-ce que la connaissance au premier degré? Qu'est-ce que s'apercevoir d'eux sans véritablement être réflexivement conscient de ce dont on s'aperçoit? Ça, c'est ce que j'aime bien appeler, mais beaucoup d'autres l'ont fait, l'expérience pure. Je m'aperçois sans m'apercevoir que je m'aperçois. Je suis éveillé et présent sans être complètement au courant du fait que je le suis, et ainsi de suite. C'est ce qui nous arrive pratiquement tous les jours. On évolue dans la rue sans véritablement nous dire « Ah, mais je m'aperçois bien de tout cela, je suis conscient de tout cela ». Non, on fait plein de choses dans ce que certains philosophes ont appelé le flow, c'est-à-dire l'écoulement. Le fait simplement de couler dans la vie sans s'apercevoir véritablement de tout ce qu'on fait.
on n'est pas conscient au sens réflexif, mais on est conscient en un sens minimal, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que cela nous fait d'être présent dans ce monde. On ressent quelque chose sans véritablement être réflexivement conscient que nous ressentons quelque chose. Et ça, c'est une forme extrêmement primaire de la conscience que les scientifiques ne prennent pas en compte. Et c'est seulement certains philosophes de l'esprit, comme par exemple Ned Block, qui ont signalé que dans toutes les définitions cognitives et neurocognitives de la conscience, manquait quelque chose. C'est justement cette expérience pure, c'est ce qu'il appelle la conscience phénoménale, la conscience pure apparaître, sans apparaître de l'apparaître, sans être au courant que nous rendons compte de quelque chose. Donc au premier degré plutôt qu'au second degré, s'il vous plaît. Donc voilà quelques tentatives. Et encore, j'ai pas fini, j'ai pas épuisé les tentatives. Vous pouvez reporter rien. Oui. Le tout dernier, Ned Block, B-L-O-C-K. C'est un philosophe américain de la conscience. Alors, vous avez commencé à parler de conscience phénoménale, donc vous êtes rattaché au mouvement de la phénoménologie, dont Edmund Husserl est le père et qui a eu une influence considérable sur la philosophie du XXe siècle, sur Heidegger, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida également, et bien d'autres encore. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le projet original du CERN et en quoi est-il particulièrement intéressant, adapté, novateur peut-être pour l'époque, et encore aujourd'hui la phénoménologie, est-ce qu'elle est novatrice pour essayer d'embrasser le phénomène de la conscience de façon la plus intéressante possible? Oui, merci pour cette question un peu historique du coup. Qui c'est qui connaît Edmund Husserl? Donc, levez la main si vous avez simplement entendu parler, vous avez entendu son nom. Voilà. Donc il y en a quelques-uns, je dirais un bon tiers, qui ont entendu parler, mais 2 tiers qui n'ont pas entendu parler, manifestement. Donc il faut que je le présente. Edmund Husserl, c'est un philosophe allemand, né en 1858. Au début, il n'était pas philosophe. Il a commencé par faire des mathématiques. Il a été élève des meilleurs mathématiciens de son temps. Je ne me rappelle plus très bien d'ailleurs, mais enfin, je crois qu'il a été élève de Weierstrass et d'autres mathématiciens allemands de l'époque. Et c'était un très bon étudiant. Les mathématiciens disaient, il ira loin ce jeune, il va faire des grandes choses en mathématiques. Mais à un moment, vers la fin du XIXe siècle, il a entendu les cours d'un certain Brentano, qui était un spécialiste de psychologie, également allemand. Et là, comme souvent cela arrive, jeune scientifique, il a été détourné de sa vocation par un philosophe. Je connais ce cas-là, j'ai rencontré assez souvent. Et au lieu de continuer à fond dans ses travaux mathématiques, alors que, soit dit en passant, il avait déjà démontré des théorèmes importants, Weierstrass l'avait félicité, il avait des prix, etc. Il s'est arrêté de faire tout ça, et il a commencé à se demander quelle était l'origine psychologique des mathématiques. Au fond, quel est le principe de l'élaboration des concepts mathématiques? Comment on fait pour passer du monde empirique, c'est-à-dire du monde qui bouge, qui varie, qui a des couleurs, etc., à ces concepts unifiés, statiques, formels, qui sont les concepts des mathématiques. Qui s'est posé la question de la psychologie des mathématiques. Et par ailleurs, il a fait quelques progrès dans ce domaine, mais il n'était pas satisfait. Il s'est dit parce que, d'un côté, c'est vrai que les mathématiques sont une élaboration de nos esprits, mais en même temps, nos esprits, ce sont des esprits, au fond, limités, empiriques, des esprits qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout de cette hyper-formalisation en quoi consistent les mathématiques, qui consiste à aboutir à ce que Platon appelait une pure idée, quelque chose qui est éternel, qui vaut pour tout le monde, et qui à un moment ne bouge plus du tout. Nos esprits n'arrêtent pas de bouger. Comment on arrive à des choses, à des concepts qui ne bougent plus, comme ça? Le concept de triangle,
C'est quelque chose, enfin c'est un concept qui vaut depuis Euclide jusqu'à nos jours. Le concept de cercle, le concept de sphère, etc. Le concept de nombre également. Tous ces concepts, ils ont une forme d'éternité, alors que nos esprits sont fluents. Ils n'arrêtent pas de bouger, ils sont mortels. Comment est-ce possible de passer de ces esprits mobiles et mortels à des concepts immobiles et immortels? C'est extraordinaire. Donc c'était un problème pour lui. Donc il a commencé à avoir des doutes. Et puis il s'est dit, et si j'appliquais justement la méthode même des mathématiques aux études de mon propre esprit? Et donc là, il a commencé à imaginer qu'à partir de son esprit, il allait tirer ce qu'il appelait les essences des vécus. C'est-à-dire ce qui, dans les vécus, est constant, arrive tout le temps, dans toutes les circonstances, pour tous les esprits. Et il s'est dit, à partir de là, je vais fonder une science vécue de l'esprit en élaborant, si vous voulez, ce que moi j'appelle les invariants subjectifs. Ce qui, dans le subjectif, ne varie pas. En général, tout varie dans le subjectif. On n'arrête pas de changer d'idée, on n'arrête pas de changer de perception, etc. Mais quelque chose ne varie pas. Qu'est-ce qui ne varie pas? Alors, Husserl s'est demandé, qu'est-ce qui ne varie pas dans nos esprits? Qu'est-ce qui ne varie pas dans notre conscience? Et il a trouvé quelques réponses. Par exemple, il y a une chose qui ne varie pas. Toute conscience est toujours conscience de quelque chose. Par exemple, j'ai conscience de cette bouteille, j'ai conscience de cette table, j'ai conscience de vous. Ma conscience, dit Husserl, est intentionnelle, elle est dirigée vers quelque chose. Ça ne change pas. Quelle que soit l'errance de votre attention, vous aurez toujours une attention dirigée vers quelque chose, une conscience de quelque chose. Donc voilà. Ça, si vous voulez, c'est le premier résultat de sa recherche d'invariants dans la conscience. Mais la deuxième chose très importante, vous l'entendez, c'est que Husserl est quelqu'un qui, après s'être intéressé aux objets, donc les objets en particulier mathématiques, les triangles, les cercles, les sphères et les équations différentielles, admettons, s'est intéressé à la source de tout cela. La source, c'est-à-dire la conscience. Donc la phénoménologie, c'est aussi et surtout une discipline que l'on appelle réflexive, qui réfléchit, comme si on avait un miroir qui nous restituait ce que nous sommes, qui nous renvoie à nous-mêmes. La phénoménologie, c'est une discipline qui nous renvoie vers ce que nous sommes en train de ressentir, de penser, de travailler en nous-mêmes. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la phénoménologie. Et cette discipline a eu un destin absolument énorme. Donc depuis 1900, date du premier traité de phénoménologie par Husserl, qui s'appelle d'ailleurs les recherches logiques, parce que Husserl voulait trouver les sources psychologiques, phénoménologiques de la logique. D'accord ? Depuis ce premier traité qui s'appelle donc la recherche de la logique, les recherches logiques, jusqu'à nos jours, il y a toute une tradition phénoménologique qui est très puissante d'ailleurs en France. C'est probablement à l'heure actuelle le pays du monde où la tradition phénoménologique est la plus puissante. Il y a eu donc Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Lévinas, Michel Henry, et de nos jours des gens comme Marc Richir, Renaud Barbaras, etc., etc. Moins connus, mais vous voyez, enfin, ils le seront bientôt. Alors pour poursuivre sur de grands personnages, vous avez été proche, en tout cas vous êtes beaucoup intéressé aux travaux de Francisco Varela. Vous avez organisé en articles et commentaires un de ses derniers livres, Le Cercle Créateur, il me semble. Donc c'est un biologiste chilien, mort en 2001, qui a inventé, donc pour poursuivre et pour faire le lien, donc, et un retour vers les sciences, qui a inventé la neurophénoménologie. Donc qu'est-ce que la neurophénoménologie? Entre quelles disciplines la neurophénoménologie fait-elle le pont? Est-elle appliquée? Ses résultats? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui pour comprendre, peut-être de façon plus scientifique que philosophique, mais vous nous direz, hein, les deux. pour comprendre la conscience. Bon, merci. Alors déjà, juste, il faut situer Francisco Varela, 1946-2001, ce sont ces dates. Un biologiste théoricien chilien
qui a commencé ses travaux avec un autre biologiste chilien qui s'appelle Humberto Maturana. Et donc, on peut retenir de cet auteur qu'il a forgé 3 concepts capitaux dans la pensée contemporaine. Le premier concept capital, c'est le concept dit d'autopoïèse. Alors, bon, autopoïèse, ça veut dire se fabriquer soi-même. Qu'est-ce qui se fabrique soi-même? Les êtres vivants. Les êtres vivants, ils fabriquent les molécules qui leur sont nécessaires pour continuer à vivre. C'est la caractéristique majeure de l'être vivant. Donc l'autopoïèse, c'était pour Francisco Varela une définition de l'être vivant. L'être vivant, c'est l'être qui est capable de fabriquer les matériaux de sa propre subsistance. Premier concept. Deuxième concept, très intéressant, le concept d'énaction. Le concept d'énaction, c'est un concept de théorie de la connaissance. Ce que dit Francisco Varela, c'est que la connaissance n'est ni un recueil de ce qui nous est déjà donné, tout fait à partir de la nature, c'est-à-dire en connaissant, nous ne faisons pas que copier la nature et nous en forger une représentation fidèle. C'est pas si simple, la connaissance. Nous ne faisons pas non plus le contraire, c'est-à-dire que nous projetons une sorte de fantasme de nous-mêmes sur le monde et les choses. Donc ni réalisme, ni idéalisme, ni la connaissance comme recueil d'une représentation à partir des choses telles qu'elles sont, ni projection par nous de nos préjugés, si vous voulez, quelque chose entre les deux. C'est quoi entre les deux? C'est que nous allons à la rencontre de la nature. Nous allons agir sur elle. Et elle nous donne des réponses, mais des réponses un peu cryptiques. Et à partir de cette interaction entre nous qui allons vers la nature et elle qui nous donne des réponses cryptiques, coémerge quelque chose. Coémerge d'abord une représentation que nous nous faisons d'elle, de cette nature, mais aussi cette nature, en tant qu'elle nous offre des opportunités de vivre en elle. C'est ce qu'on appelle la niche écologique, si vous voulez. Elle nous donne des ressources pour vivre. Troisième concept, en date, c'est celui dont vous avez parlé, la neurophénoménologie. Et là, vous entendez 2 mots qui sont eux-mêmes d'ailleurs composés. Donc, neuro, alors c'est comme neurologie, ça vient de système nerveux. Phénoménologie, c'est ce nom un petit peu long de la discipline forgée par Husserl, qui est, soit dit en passant, ce mot, il est formé de 2 mots, phénomène et logos. Phénomène, ça veut dire l'apparaître, l'apparence, et logos, c'est le discours. Donc la phénoménologie, c'est le discours sur les choses qui apparaissent. C'est le discours sur l'apparaître lui-même. D'accord? Juste encore un peu d'étymologie, parce que, vous voyez, c'est un mot qui comprend déjà pratiquement 3 racines, c'est beaucoup. Hein. Un peu d'étymologie encore. Phénomène. Donc phénomène, la racine, phénesté, en grec, elle est apparentée à la racine phos, également en grec. Phos, c'est comme photon. Photographie, c'est la lumière. Donc l'apparaître, c'est ce qui est lumineux, c'est ce qui apparaît. L'apparaître, c'est effectivement ce qui se donne, par exemple, dans la vision, mais pas seulement. En tout cas, c'est éclairé. Quand la lumière est éteinte, eh bien, vous ne voyez plus rien apparaître. Donc voilà pour l'apparentement entre l'étymologie de phénomène et l'étymologie de photon, la lumière. Maintenant, neurophénoménologie. Donc vous voyez que c'est une association de 2 disciplines. L'une qui est une discipline d'étude objective du système nerveux, la neurobiologie. Et l'autre qui est une discipline de l'étude directe de l'expérience vécue, la phénoménologie. En mariant les deux, on peut obtenir des renseignements sur la corrélation entre le fonctionnement de certaines parties du cerveau et l'expérience vécue par les sujets qui possèdent ce cerveau. Au fond, cette discipline, on l'a toujours pratiquée. La neurobiologie ne pourrait pas nous donner de renseignements sur l'esprit et la conscience si, d'une manière ou d'une autre,
Elle ne demandait pas au sujet ou au patient « qu'est-ce que vous ressentez ?» Ça serait impossible. Si vous étudiez le cerveau complètement de l'extérieur, sans savoir ce que c'est, et sans savoir, sans savoir qu'est-ce que les gens qui le possèdent en disent, vous n'en tirez que des renseignements purement descriptifs. Vous dites, voilà, il y a des fonctionnements neuroélectriques, il y a des ondes électriques qui traversent ce cerveau, il y a des processus biochimiques un peu curieux, etc. etc. Mais vous n'en dites rien. Mais la première fois qu'on a commencé à comprendre quelque chose de la fonction du cerveau, ça a été lorsque, par exemple, des médecins ont examiné des patients qui avaient reçu, je ne sais pas, une hache en travers du crâne. Et là, ils voyaient que ces patients qui avaient reçu une hache en travers du crâne, par exemple, ne pouvaient plus parler. Ou alors leur raconter des choses étonnantes qu'ils ressentaient, qui n'avaient rien à voir avec ce que des êtres humains normaux ressentent, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que ces connaissances de corrélation entre l'expérience vécue des patients et la connaissance du cerveau se mettaient en place, on avait des connaissances de plus en plus fines sur ce qu'on appelait la fonction des régions cérébrales. Telle région a pour fonction de mettre en place le langage, d'autres ont pour fonction de mettre en place la vision, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il fallait marier les deux, l'expérience des sujets et l'étude objective du cerveau. Mais curieusement, on n'est pas allé très loin dans ce domaine. Il y a eu une tendance dans la neurobiologie, un peu à l'hubris, comme disent les Grecs, c'est-à-dire à l'excès. Une tendance à se dire, puisque c'est tellement puissant notre science, on va bientôt pouvoir se passer de l'expérience vécue, ou presque. Il n'en restera plus grand-chose. Ce qui compte, c'est d'aller au bout de cela. Et ça s'appelle la philosophie éliminativiste. On élimine tout ce qui a trait au langage de la psychologie ordinaire, la psychologie du sens commun, celle qui nous dit je vois quelque chose de beau, ou j'ai mal, ou j'ai peur, ou j'ai du plaisir, des choses comme ça. On ne voulait plus en entendre parler. Ce qui comptait, c'était de remplacer ce langage par les fonctions cérébrales qui sont censées sous-tendre ces fonctions. Mais Francisco Varela a dit, mais avec cette méthode, vous ne ferez jamais de progrès. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut être beaucoup plus précis dans la description de l'expérience vécue, de façon à devenir aussi beaucoup plus précis dans la détermination des corrélats neurobiologiques. Et c'est ce qu'il a commencé à faire avec un grand succès. Et de nos jours, cette méthode est assez utilisée et elle permet de détecter des corrélats neuronaux beaucoup plus nombreux et beaucoup plus raffinés que sans elle. Alors, on a commencé à le sentir un petit peu. Donc, vous êtes de formation scientifique extrêmement lourde et sérieuse. Mais à vous lire plus particulièrement ce livre, on peut avoir l'impression que la science, dans ce qu'elle a de plus dur finalement, physicalisme et réductionnisme notamment, dont vous parlez assez longuement, obtient des données peut-être objectives autour de la conscience, sans forcément la cerner jamais tout à fait, mais des données finalement assez peu exploitables ou assez peu significatives pour l'expérience humaine relativement pauvre finalement, pour aller plus loin. Donc, est-ce que selon vous, en quoi la science marque-t-elle une limite pour la science? Et pensez-vous que cette limite pourrait être un jour dépassée, ou vous pensez qu'il y a une vraie limite entre science et conscience, et que donc il faut passer à la philosophie? C'est un peu ce que vous avez fait. Et voilà. En effet, c'est vrai que ce livre, La conscience a des origines, c'est le livre d'un scientifique passé à la philosophie. Vous avez raison. Alors pourquoi, à mon avis, la science, tout en permettant de faire des progrès immenses, tout en permettant, par exemple, d'avoir une maîtrise extraordinaire des états de coma et des états végétatifs, de discriminer entre des patients qu'il sera relativement facile de réveiller et d'autres qui ne le seront pas, de connaître à peu près l'état physiologique des personnes en anesthésie générale. Bref, des résultats remarquables. Malgré cela, les sciences, par leur constitution, laissent échapper
quelque chose de la conscience. Ce quelque chose, c'est ce que je vais appeler tout à l'heure l'expérience vécue. Pourquoi? Eh bien, pour une raison simple, une raison presque évidente, tellement évidente comme d'habitude que personne ne la voit. Ça, c'est typique des questions qu'étudie la philosophie, soit dit en passant. Hein. Edmund Husserl, mon philosophe phénoménologue, disait la philosophie est la science des banalités. C'est la philosophie et le savoir de ce qui est trop évident pour qu'on le voie. Les scientifiques n'y s'y intéressent pas, c'est normal. Les philosophes, oui. Alors, qu'est-ce qui est trop évident? D'abord, l'expérience vécue. Tout objet se donne comme objet d'expérience, et donc on ne voit pas l'expérience. Par ailleurs, qu'est-ce qu'un objet? Comment les sciences définissent-elles leurs objets? Elles définissent leurs objets en soustrayant, par définition, tout ce qui est subjectif dans ce qui nous apparaît. Par exemple, ce qui est subjectif, c'est que je trouve cette bouteille belle, par exemple, la bouteille d'eau. Vous pouvez ne pas la trouver belle. Ce qui peut être subjectif, c'est que je vois certaines couleurs que d'autres, par exemple des daltoniens, ne verraient pas. Donc il y a plein de choses subjectives. La science se donne pour mission d'extraire tout le subjectif, les valeurs, les jugements esthétiques, les impressions momentanées, et de ne retenir que les formes stables, qui valent en tout temps, en tout lieu, pour tout le monde. D'accord? Et elles retiennent ce que j'appellerais le squelette formel de l'expérience. Quand les physiciens font des mathématiques, c'est pas pour rien. C'est pas juste parce que les mathématiques, c'est un joli langage. Non, c'est parce qu'en vérité, les mathématiques expriment justement ces formes invariantes par changement de sujet, de lieu, de temps, etc. C'est ça qui intéresse le physicien. Comme disait Henri Poincaré, un grand mathématicien et physicien français, Henri IV est passé par là. Mais ça n'intéresse pas le physicien. Ce qui intéresse le physicien, c'est que Henri IV, comme tout être, est un corps matériel pesant. D'accord? Donc ce qui l'intéresse, au physicien, c'est ce qui ne varie pas, ce qui n'est ni fait historique, ni circonstance subjective. Du coup, la subjectivité, par définition, par construction, échappe aux sciences de la nature, aux sciences physiques, aux sciences biologiques, à tout ce que vous voulez. Ce qui n'échappe pas aux sciences physiques, et surtout aux sciences biologiques, c'est ce qu'on pourrait appeler les corrélats physiques et physiologiques de l'expérience. Que par exemple, au fait de voir une partie de tennis soit associée telle dynamique neurocérébrale, ça, les sciences peuvent le dire. Et c'est d'ailleurs cette corrélation extrêmement étroite entre une certaine activité mentale et une certaine dynamique cérébrale qui permet aux médecins, donc dans les services de réanimation, de détecter donc des états de conscience qui sont inaperçus autrement, parce que les patients sont complètement étendus, inertes, immobiles, ils ne réagissent pas aux stimuli, etc. Et pourtant, ils peuvent avoir une activité cérébrale qui, étant généralement corrélée à un contenu mental, nous font dire que ces patients, en vérité, sont réveillés, sont conscients. Donc voilà ce que peut dire la science. C'est énorme, mais ne peut pas élucider ni l'origine, ni la nature, ni la structure de l'expérience vécue. Ça, c'est du domaine d'autres disciplines. La structure de l'expérience vécue est étudiée par la phénoménologie, qui est une branche de la philosophie. Alors pour poursuivre sur la phénoménologie, donc la phénoménologie repose sur des étapes, des essais ou des pratiques de transformation, de transmutation personnelle, subjective, notamment l'époquée et la réduction phénoménologique, dont vous pourrez davantage vous parler, essayer de définir, que cherche le phénoménologue par ces essais de transformation interne. Est-ce que c'est une forme d'éveil finalement qui pourrait s'apparenter à l'éveil bouddhiste, ou est-ce que c'est quelque chose disons une transformation du regard qui doit servir la science et finalement l'accumulation de données, ou les deux?
Oui, alors vous avez raison, la phénoménologie n'est pas n'importe quelle discipline philosophique. Elle est une discipline qui est fondée sur ce que j'appellerais une pratique de la conscience. Une pratique de modification de sa propre conscience. Donc ça, c'est quand même étonnant. D'habitude, on considère que les sciences, certainement, la plupart des disciplines philosophiques qui sont de l'ordre du rationnel se pratiquent avec l'état de conscience ordinaire. La phénoménologie, non. Husserl disait, alors c'est intéressant de le savoir, mais ça vous donne un petit peu une notion de sa conception de la pratique philosophique, il disait plusieurs choses. Il disait d'abord que faire, si vous voulez, des raisonnements sur les concepts, ce n'est pas encore faire de la philosophie. Ce qu'il faut pour faire de la vraie philosophie, où il sous-entendait sa manière de faire de la philosophie, c'est-à-dire la phénoménologie, ce qu'il faut pour faire de la philosophie, selon Husserl, c'est engager sa vie entière. Engager sa vie entière, ça veut dire engager sa conscience entière. D'accord ? Il disait aussi, l'acte qu'il faut accomplir pour faire de la phénoménologie est semblable à une conversion religieuse. C'est une transformation de soi-même. Alors, en quoi consiste cette transformation de soi-même qui permet d'aboutir au travail phénoménologique ? Eh bien, Husserl l'a appelé l'époqué. Alors là, l'époqué, c'est un mot grec, il peut ne rien vous dire du tout. Notez tout de même qu'il est apparenté sur le plan étymologique à un mot qui est presque identique sur le plan sonore, époque. Notre mot français époque. Les époques. L'époque des révolutions, par exemple. Époque, ça veut dire un temps. Mais aussi un temps qui marque une scansion, un arrêt momentané ou une reprise. Et là, c'est pareil. L'époqué, c'est un arrêt. Un arrêt de quoi ? Un arrêt des jugements. Vous ne pensez plus, eh bien, ces choses sont belles ou laides. Vous ne pensez plus, ces choses sont à l'extérieur de moi. Vous arrêtez même, à la limite, de juger spontanément que les choses que vous percevez sont distinctes de vous. Maintenant, elles ne sont plus distinctes de vous, elles sont simplement là. Elles sont présentes. Il y a l'éclat de leur présence qui est là. Quand vous arrivez à voir l'éclat de la présence des choses, sans vous dire « Ah, là-bas, il y a une bouteille », c'est que vous avez suspendu le jugement. Vous voyez toujours la bouteille, mais vous la voyez autrement. Vous ne la voyez pas comme une chose que vous allez saisir, vous la voyez comme une présence qui éclate devant vous. Voilà la petite et immense conversion en quoi consiste l'époqué phénoménologique. Alors, époqué, comme je vous le disais, c'est un mot grec. Un mot grec qui vient des sceptiques grecs, et en particulier de Pyrrhon, qui est le fondateur du scepticisme grec. Notez une chose, Pyrrhon est un philosophe grec du 3e, 4e siècle avant notre ère, qui a participé à l'expédition d'Alexandre. Alexandre, vous le savez, a envahi l'Inde. Il a envahi l'ouest de l'Inde. Mais en l'envahissant, les Grecs qui allaient avec Alexandre apprenaient des tas de choses de la pensée indienne. Et justement, il y avait Pyrrhon, petit philosophe grec, qui était parmi les soldats d'Alexandre, et qui s'est assis à côté de ceux qu'il appelait en grec les gymnosophistes, c'est-à-dire les sages nus. Les sages nus qui s'accroupissent et qui méditent. Pyrrhon a connu ces gens-là et il en a ramené la philosophie. Il en a ramené deux choses, l'époqué et l'ataraxie. L'époqué, c'est la suspension du jugement, et l'ataraxie, c'est le repos de l'âme. Ça vous rappelle quelque chose ? Bon. Et donc, voilà. Et ce mot époqué, le repos, l'arrêt, la suspension du jugement, Husserl l'a repris. Et donc, la pratique préliminaire de toute enquête phénoménologique, c'est la suspension du jugement. Une fois que vous avez suspendu le jugement, une fois que vous voyez les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire non plus comme des objets que vous pouvez saisir, mais comme des présences qui se manifestent en vous et à vous en même temps, alors vous pouvez commencer à examiner ce champ que vous avez mis au jour, le champ de l'expérience. Vous l'examinez, ça s'appelle la réduction phénoménologique,
Et là, vous décrivez ce qui est dans votre expérience. Vous ne décrivez plus ce qu'il y a devant vous, vous décrivez ce qui est dans votre expérience, indépendamment de tout jugement d'intériorité ou d'extériorité, de beauté ou de laideur, de valeur ou de non-valeur, et ainsi de suite. C'est là et je l'explique. Voilà la phénoménologie. Alors, on dit souvent que la phénoménologie, c'est une discipline purement descriptive. Elle décrit, elle n'explique rien. Il n'est pas question d'expliquer, par exemple, telle ou telle expérience. Simplement, on la décrit. Pourquoi ? Parce que de toute façon, toute explication serait basée sur une expérience. On explique, par exemple, le mouvement, on explique pourquoi Mars, la planète Mars, est arrivée à tel endroit plutôt qu'à tel endroit où elle était précédemment, en faisant quoi ? En connectant deux phénomènes. Le phénomène de Mars ici et le phénomène de Mars là-bas par des lois qui sont celles de Newton. Donc on connecte les phénomènes. Et c'est ça qu'on appelle explication dans les sciences. Comment expliquer le fait qu'il y ait des phénomènes plutôt que rien ? Ça on ne l'explique pas. C'est le donné de base. Tout ce qu'on peut faire, c'est le décrire. Et le décrire, c'est la tâche de la phénoménologie. Alors, on va passer à des exemples un peu plus pratiques et pour essayer de mieux comprendre cette question de la conscience. Alors, j'aurais aimé savoir dans quelle mesure on pouvait confondre, disons, conscience et perception réflexive, et au-delà, dans quelle mesure ce qui modifie donc cette perception, très clairement, pour ne pas parler de ce qui modifie la conscience, à mon avis, ça va un peu plus loin. Qui modifie la perception tout en la maintenant quand même partiellement jusqu'à un certain point. Donc je pense aux drogues, notamment hallucinogènes, LSD, champignons, etc. Alcool, mais également, peut-être dans une moindre mesure, mais quand même techniques de souffle, telles qu'on les connaît dans le yoga notamment. Ces pratiques, cette façon d'ingurgiter des choses, etc., modifient ou pas la conscience. Oui, alors effectivement, déjà, pour répondre à la première question, en général, comme vous le savez, alors, à la fois dans les sciences cognitives et dans la tradition philosophique occidentale, la conscience, c'est la réflexivité. C'est-à-dire se rendre compte que j'observe quelque chose, me rendre compte que je suis en train, par exemple, que je suis réveillé maintenant, des choses comme ça. Je me rends compte, je m'examine moi-même en train de faire ou de percevoir quelque chose. Mais la conscience, c'est aussi, comme je vous le disais, l'expérience pure. Le fait d'être simplement présent aux choses sans forcément m'en rendre compte. La conscience, c'est les deux choses à la fois. D'accord ? Alors, est-ce que les drogues peuvent modifier cette structure, peuvent modifier notre état de conscience ? Oui, bien sûr. Elles modifient l'état de conscience, elles le transforment en modifiant ses contenus, mais aussi en modifiant cette structure de base. Parce que quelquefois, je ne me rends même plus compte de ce qui se passe, par exemple dans la prise de drogue, etc. Je ne peux me rendre même plus compte de ce qui se passe. Je suis totalement entraîné dans une expérience qui me dépasse totalement. Je n'ai plus, si vous voulez, l'appareil mental qui me permettrait de juger de cette expérience. Dans les états, vous savez, de mort imminente, les patients sont entraînés dans un flux de conscience absolument extraordinaire, qui a souvent été décrit dans un certain nombre de livres, qui a une séquence assez précise, mais en général, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils le racontent ensuite, mais sur le moment, ils ne se disent pas « Ah tiens, je suis en train d'avoir des anomalies biochimiques dans mon cerveau, et donc il m'arrive quelque chose de ce genre. » Non, ils sont totalement pris dans l'expérience. Et pour eux, c'est plus réel que toute autre réalité. Ils le disent tous quand ils reviennent de là, ils disent mais c'était plus réel que la réalité. Je me rappelle aussi de gens, de chercheurs qui ont témoigné de la prise de drogue comme l'ayahuasca et qui disent qu'ils avaient l'impression que c'était un continuum de réalité qui avait un caractère de présence encore plus accentué que ce qui se passe quand, disons, on est dans l'état de conscience standard. Donc effectivement, il se passe des choses. Et ces choses, j'ajoute que ces choses, on ne peut pas les évacuer comme si c'était des anomalies. Parce que dans le champ de la conscience, tout compte.
La conscience, c'est tout ce qu'on peut en faire. C'est pas seulement l'état de conscience ordinaire, éveillé et purement rationnel. C'est tout ce que la conscience peut devenir, fait aussi partie de ce champ à étudier. Et donc, pour poursuivre un peu dans ce questionnement, que peuvent nous dire des états, pour le coup, normaux, comme le sommeil, voire l'hypnose, hein, puisque ça ne nécessite pas la prise de drogue ou de choses dans ce sens, le coma, voire l'anesthésie, bon, qui nécessite la prise d'une substance. Sur cette question de la conscience, hein, est-ce que vous pouvez poursuivre un peu? Alors, il y a un de ces points qui vous attire plus particulièrement? Oui, il y en a beaucoup qui m'attirent. Mais déjà, je voulais continuer sur ces états modifiés de conscience. Je voulais signaler qu'il y a peut-être une tendance à dire, en gros, cet état dans lequel nous sommes tous en ce moment, parce que nous sommes bien focalisés, nous raisonnons, etc. Cet état-là, c'est l'état normal, c'est l'état qui nous révèle la nature de la réalité. Ça serait, je dirais, un préjugé de philosophie des sciences, qui dirait c'est dans cet état normal que nous détectons la nature de la réalité. La nature de la réalité, c'est d'être constitué d'objets qui sont communs à tous. Ça serait la croyance standard, la croyance de l'homme rationnel éveillé. Mais, comme je vous disais, certaines personnes qui ont eu des états de ce type, des états avec drogue, des états dits pathologiques, c'est-à-dire avec le cerveau altéré, etc., ont dit que leur vécu à cette époque était que ce qui se donnait à eux était encore plus réel que la réalité ordinaire. Alors, réfléchissons à ça. Certaines personnes, justement, qui ont subi ces expériences ou qui ont réfléchi sur cette expérience, je pense par exemple à la neurologue Jill Taylor, la neurologue américaine Jill Taylor, ou au philosophe français Michel Hulin, se sont demandé si en vérité ces expériences d'état altéré de conscience ne nous mettaient pas, au fond, en contact avec un niveau de réalité qui était peut-être encore plus profond que celui qu'on détecte habituellement par les méthodes instrumentales et rationnelles. Pourquoi ? Simplement parce que, par exemple, je prends le cas de Jill Taylor, cette neurologue américaine, qui a eu un infarctus, un accident vasculaire cérébral. Un de ses hémisphères, je crois que c'était l'hémisphère gauche, c'est-à-dire justement l'hémisphère qui porte les structures permettant l'élaboration linguistique. Donc son hémisphère gauche était en état de blocage vasculaire. Le sang ne passait plus dedans, et donc son cerveau était sous-oxygéné, la partie gauche du cerveau était sous-oxygénée. À ce moment-là, Jill Taylor a eu des expériences étonnantes. Bien sûr, elle se rendait compte qu'elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus appeler. C'était c'était très angoissant. Elle a essayé de téléphoner à quelqu'un, mais pas un mot ne pouvait sortir, et ainsi de suite. Il y avait ce symptôme que beaucoup de patients connaissent. Mais elle a eu d'autres symptômes, et le principal symptôme, c'est tout à coup de se sentir ne plus être séparé avec le monde et les choses. Ne plus faire qu'un avec le monde et les choses. Et donc, après son expérience, elle s'est rétablie. La plupart des fonctions qui s'étaient mises en veilleuse se sont réveillées. Et c'est très intéressant, elle était neurologue, donc elle avait à interpréter le sens de ses expériences. Elle avait deux possibilités. Soit elle disait que ces expériences n'étaient que des hallucinations, des choses pathologiques, des choses qu'il fallait définitivement mettre de côté, soit elle leur attribuait une signification particulière. Et c'est la deuxième option qu'elle a choisie. Et donc elle a choisi l'option consistant à attribuer à cette expérience d'unité qu'elle a vécue, cette expérience de ne plus être qu'un avec les choses apparaissantes et avec le monde en général, comme hautement signifiante. Et elle a dit ceci dans son livre, Jill Taylor, elle a dit, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'en mon hémisphère gauche, avec justement toutes ces fonctions conceptuelles et linguistiques, cristallise toutes les fonctions qui me permettent
d'utiliser les choses dans le monde, de survivre en lui, mais me cache quelque chose d'important dans le monde. Ce qu'elles font, c'est me permettre d'analyser les choses, me positionner face à elles, et me permettre de survivre en tant qu'organisme séparé d'elles. Mais ce qu'elles me cachent, c'est qu'en vérité, je ne suis pas distinct d'elles. Et voilà comment Jill Taylor a attribué un sens métaphysique, un sens philosophique, à cette expérience qu'elle a eue. Non pas le sens d'une anomalie, d'une pathologie, mais le sens d'une révélation du véritable état du monde et d'elle-même dans le monde. Donc voilà comment, si vous voulez, une expérience comme ça extraordinaire peut être interprétée de quantité de façons. Michel Hulin dit quelque chose de ce genre. Il dit aussi dans son livre excellent, qui est d'ailleurs dans cette bibliothèque, La mystique sauvage, il dit que des personnes qui ont eu comme ça des expériences un peu bizarres, de sortie du corps, d'unité, etc., se sont dit « Ah, mais c'est des expériences hautement signifiantes ». Alors, là, il y a deux façons de les voir. Sur un plan négatif, c'est-à-dire « Ah, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais c'était pathologique », ou sur un plan, comme il le dit, comme Michel Hulin le dit, de négation de la négation. C'est-à-dire d'une négation qui est faite habituellement par le sens commun, par notre expérience ordinaire, la négation de notre unité avec le monde. Voilà. Alors, vous êtes, comme je l'ai rappelé en introduction, vous êtes proche du bouddhisme. Vous connaissez bien le Dalai Lama, vous êtes intervenu plusieurs fois auprès de lui, et vous vous intéressez également à la méditation, dont l'une des premières stratégies, je pense notamment à la méditation hindoue, pour arriver à modifier l'état de conscience et de suspendre le souffle. Alors ça nous ramène également encore à la phénoménologie, à cette nécessité de suspendre quelque chose pour parvenir à un état de conscience peut-être plus qualitatif, disons. Alors il y a une autre chose dans les doctrines hindoues qui est une espèce, vous me contredirez si nécessaire, mais qui à mon avis est une espèce d'opposition entre la conscience et la pensée, selon laquelle la pensée pourrait être un parasite de la conscience, une espèce de fédulogie qu'il faudrait tout d'abord dompter et ensuite annihiler pour parvenir à des états de conscience supérieurs, contrairement à la pensée occidentale, à mon avis, à la philosophie en tout cas occidentale, à mon avis, où la pensée est constitutive de l'intelligence et de quelque chose, disons, de positif qui nourrit des états de conscience, également peut-être vus comme supérieurs également. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport entre la pensée et la conscience et, selon vous, plus loin peut-être, l'impact de la méditation sur la conscience? Alors d'abord, vous avez raison de faire un rapport entre la phénoménologie et la méditation. Ce n'est pas un rapport qui est très connu, hein, mais je pense que je vous ai déjà donné assez d'indications, assez de pistes pour que vous commenciez à vous en douter. D'abord, cette fameuse époquée. L'époquée empruntée à un sceptique grec qui lui-même connaissait les pratiques indiennes, hein, comme je vous l'ai dit. Il se trouve qu'en vérité, époquée, le mot grec, est une traduction presque littérale d'un mot sanskrit qui est nirodha et qui veut dire exactement la même chose, cessation, suspension. Or, ce mot nirodha intervient dans toutes les pratiques indiennes comme un axe fondateur, comme une méthode, comme une pratique, comme également peut-être un premier but de la pratique. Nirodha, cessation. Dans le deuxième aphorisme des Yoga Sutras, c'est-à-dire juste de Patanjali, ce traité qui présente le yoga, donc qui est très connu des gens qui, je suppose que vous, puisque vous pratiquez le yoga, vous devez connaître ça. Donc le deuxième aphorisme dit, alors je ne vais pas dire la phrase sanscrite, c'est le yoga est la cessation des processus mentaux. Voilà. Donc ça correspond bien à ce que vous avez dit. Il y a aussi un aphorisme connu, c'est la troisième noble vérité du bouddhisme, qui dit
qui est ce qu'on appelle la vérité de la cessation de la souffrance. Donc c'est Nirodha, le mot sanskrit qui intervient également ici. Cessation, cessation de la souffrance, cessation des processus mentaux, ce qui va d'ailleurs ensemble. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que dans les pensées indiennes, comme la caricature occidentale a voulu le dire, finalement, le but de la pensée indienne, c'est de ne plus penser. C'est d'arrêter tout. C'est de cesser. Alors, effectivement, le deuxième aphorisme des Yoga Sutras, il laisse entendre que c'est le cas. D'accord ? La cessation des processus mentaux. Ou encore le nirvana, ce qui veut dire, nir c'est un particule négatif, et vana, ça c'est comme vent. L'arrêt du vent, l'arrêt du souffle, le souffle de l'esprit doit s'arrêter. Il se suspend, d'accord ? Bon, donc on se dit, voilà, mais ces gens-là, ils veulent nous empêcher de penser, c'est quand même un peu embêtant. Oui et non. Alors, la première, pourquoi oui et pourquoi non ? Oui, parce que, d'une certaine façon, ce que ces disciplines de l'Inde, que ce soit les disciplines brahmaniques, hindoues ou les disciplines bouddhistes, ont pour but, c'est de détecter un niveau de conscience qui est en deçà du travail mental. C'est la lumière même qui éclaire le travail mental. C'est ce que les Tibétains appellent la claire lumière, ou le brahman chez les hindous. Donc cet espace de conscience vide, clair comme le ciel, prête à effectivement laisser venir des processus mentaux, mais non habités par des processus mentaux. Alors, pour vous donner un exemple de la parenté entre justement ce genre de conception et la phénoménologie occidentale, et même la phénoménologie française, je vais vous citer Maurice Merleau-Ponty, dans Le visible et l'invisible, qui dit « La conscience est ce vide prête à accueillir la plénitude du monde. » C'est exactement ça. Pour un Indien, la conscience, c'est ce vide lumineux prêt à accueillir toutes les sollicitations, y compris les sollicitations mentales, intellectuelles, etc. Mais si on est entièrement porté justement dans les pensées, dans les visées perceptives, dans les expériences sensorielles, etc., si on est entièrement absorbé par ça, on ne fait pas attention à la lumière elle-même. En regardant les objets lumineux, on ne voit pas la lumière. C'est exactement ça que disent les penseurs indo-bouddhiques. Donc, il faut se mettre dans un état où, alors, on n'est pas forcé d'ailleurs de faire cesser tous les processus mentaux, mais on se déconnecte, on se désengage d'eux, de façon à voir la lumière consciente qui les éclaire. Et quand on a fait ça, on est tout près de l'éveil. À tel point que justement, dans les enseignements les plus poussés du bouddhisme, en particulier zen, etc., on ne dit pas du tout qu'il faut arrêter les processus mentaux. On dit juste qu'il faut savoir les voir tels qu'ils sont, c'est-à-dire comme des processus, et non pas comme des tentations d'être captés par eux et d'être gouvernés par eux. Donc, que les pensées arrivent, c'est très bien. Comment on voit les pensées, c'est autre chose. Il y a aussi un autre texte que je peux vous citer, cette fois d'un penseur tibétain du XVe siècle, qui s'appelle Tsongkhapa, qui a commenté la littérature philosophique indo-bouddhique du IIIe au 8e siècle. Donc, ce penseur indien dit, non pas indien justement, tibétain, dit pour méditer, vous avez besoin de penser. Vous voyez ? Vous avez besoin de penser. Pourquoi ? Parce que seul l'usage des concepts pourra user les autres concepts. Vous, en pensant, en analysant ce qui vous arrive, par exemple, dans la méditation, vous allez frotter ces concepts qui naissent de la méditation avec d'autres concepts et ainsi les consumer. Je peux aussi vous citer le Dalai Lama qui régulièrement, ça je l'ai écouté il y a quelques mois, qui disait, vous savez, méditer comme ça en
essayant de faire cesser les pensées, en se concentrant uniquement sur le souffle et exclusivement et en essayant rien d'autre, attention, parce que vous allez devenir un petit peu endormi, etc. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de vivre vraiment, en fait. De vivre à fond. Et vivre à fond, c'est quoi? C'est simplement être clair sur la manière de regarder le monde, les choses et les pensées. Alors pour poursuivre sur ces questions qui ont trait au bouddhisme, nous avons parlé en privé tout à l'heure. Alors il y a un succès, enfin il y a disons l'intérêt public autour disons des expériences qui sont faites sur les personnes qui méditent, notamment Mathieu Ricard, où on leur colle un peu des électrodes sur le cerveau pour voir la modification du fonctionnement et éventuellement de la substance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Est-ce que, à votre avis, c'est significatif ou anecdotique? Écoutez, oui, en tout cas, il y a un flot extraordinaire d'études sur cette question. À chaque fois que je vais dans un congrès, on montre, vous savez, une espèce de courbe exponentielle avec le nombre de publications qui portent méditation et neurobiologie dans le titre. Et ça va de 3 ou 4 par an dans les années 90 à des milliers par an à l'heure actuelle. Et ça monte. Donc c'est vraiment un phénomène extrêmement poussé et extrêmement, disons, ouais, on pourrait dire presque à la mode. Alors, les résultats, ils sont indubitables. Les résultats minimaux de ça, ils sont indubitables. C'est-à-dire, on voit qu'effectivement, il y a des corrélats neuronaux de la méditation. Il y a des corrélats, même largement biologiques de la méditation. On voit, par exemple, que, d'abord, il y a des corrélats physiologiques. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, soit une modification drastique de l'activité neuroélectrique dans le sens d'une diminution, pour certains types de méditation. Attention, tous les types de méditation ne se ressemblent pas de ce point de vue-là. Il va y avoir des méditations par concentration, des méditations de la présence ouverte, la méditation de la compassion, et j'en passe et des meilleurs. Bon, en tout cas, il y a des modifications très nettes de l'activité neuroélectrique. Dans les styles de méditation dites présence ouverte, c'est le contraire des méditations sur concentration sur un objet. Dans un cas, vous avez un ralentissement de l'activité neuroélectrique. Dans l'autre, au contraire, c'est tout le cerveau qui est pris dans une hyperactivité neuroélectrique avec ce qu'on appelle des ondes gamma, alors que les autres sont des ondes alpha. Dans un cas, vous avez des ondes à très haute fréquence, dans l'autre, des ondes à basse fréquence. Donc vous voyez, c'est clair que la méditation modifie massivement l'activité cérébrale. Autre chose, ça peut modifier l'anatomie cérébrale. Les gens qui méditent, surtout sur la présence ouverte, ont un cortex cérébral, ce qu'on appelle la matière grise, qui est très épaissi par rapport aux gens qui ne méditent pas. Autre chose, donc des modifications biologiques, je vous l'ai dit. Certes, on a vu que 3 mois de méditation en continu, dans une retraite ou autre, a pour effet, statistiquement, ça je pourrais vous en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de dispersion, a pour effet, globalement, l'augmentation de l'activité d'une enzyme réparatrice des chromosomes qui s'appelle la télomérase. Et donc, les personnes qui ont médité un certain nombre de mois se retrouvent avec la capacité de mieux réparer leurs chromosomes et donc de moins vieillir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, plein d'effets. Ceci dit, qu'est-ce qu'il faut accorder comme importance à tout cela? D'abord, c'est intéressant, parce qu'on est curieux, on est des chercheurs, on veut savoir. Mais deuxièmement, attention, est-ce qu'il faut se contenter de considérer que le seul intérêt de la méditation, c'est de nous muscler le cerveau, ou de rallonger nos chromosomes, ou de nous empêcher de vieillir trop vite? Ça serait un peu, si vous voulez, réducteur, parce que la façon dont la méditation, ces disciplines de l'esprit ont été inventées par les civilisations indiennes, particulièrement, eh bien, sont des disciplines qui ont une ambition bien plus élevée. Elles ont une ambition qui est de nous faire découvrir, au fond, la nature même de notre existence, de nous mettre au plus profond contact du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le véhicule humain. Donc,
la signification de la méditation ne peut pas se limiter à ce qu'on en fait souvent à l'heure actuelle, c'est-à-dire juste, ok, ça va vous améliorer vos fonctions cérébrales, ça va augmenter votre confort de vie, etc. Ou éventuellement, au mieux, ce qu'on fait à l'heure actuelle, peut-être que vous vouliez me poser la question après, la fameuse mindfulness ou pleine conscience, qui permet effectivement de réduire le stress, d'améliorer la qualité de vie des patients, etc. Donc la méditation peut avoir des utilités, des fonctions, mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi un mode d'être, une transformation de notre vision des choses et du monde. Et ça peut être au fond encore plus instructif que simplement se sentir mieux. Alors, une dernière question, après je passerai la parole au public. J'espère que vous aurez beaucoup de questions, monsieur Bibol. En l'état actuel de vos connaissances et de votre cheminement personnel, alors une question un peu ouverte, j'espère qu'elle n'est pas trop à collègue. Est-ce que la conscience est nécessairement subjective, ou est-ce qu'on peut essayer de concevoir une conscience qui soit plus globale, finalement, qui nous dépasse, et voilà, qui fasse corps dans l'ensemble du vivant, conscience cosmique ou autre? Alors ça, c'est évidemment une question délicate, comme vous le dites. La conscience ne se donne... Alors d'abord, elle ne se donne que en première personne, c'est-à-dire de façon immédiate, de façon située, de façon centrée. Je suis là plutôt qu'ailleurs. Tout le reste des choses se donne à partir d'ici. D'accord ? La conscience, c'est vraiment mon ici. Elle est située. On pourrait dire, du coup, elle est subjective. Mais attention, parce qu'elle est subjective en un sens peut-être plus vaste que ce que le mot subjectif signifie habituellement. La conscience, telle que je l'ai définie, ne m'est pas personnelle, parce que vous l'avez tous. D'accord ? Et toutes. Et donc, elle n'est pas subjective en ce sens. Elle n'est pas celle d'un sujet particulier. Mais elle est centrée. Elle est en première personne. D'accord ? On pourrait dire que la conscience est une forme de donnée en première personne universelle. Toute personne qui dit « je » est susceptible d'avoir une conscience. Toute personne qui se sent située est consciente. Donc nécessairement un être humain. Oh, moi j'ai dit toute personne, c'est vrai que j'ai utilisé j'aurais dû dire tout être, d'accord ? Parce que, bien entendu, la question de savoir si d'autres êtres que nous ont également ce point de vue situé et peuvent être dites conscients, en un sens peut-être moins complexe, moins élaboré que les êtres humains, ça c'est une question qui se pose. Est-ce que les singes, les chimpanzés sont conscients ? 99% des scientifiques diraient oui. Est-ce que les oiseaux, les perroquets qui se reconnaissent dans le miroir sont conscients ? Oui, parce qu'ils se reconnaissent dans le miroir. Mais là, vous voyez déjà, la définition de la conscience, on sent que c'est un peu réflexif. Se reconnaître dans le miroir. Mais qu'en est-il, par exemple, je ne sais pas, qu'en est-il, je prends un exemple d'un animal un peu intermédiaire, disons une grenouille. Qu'en est-il d'une grenouille ? Elle ne se reconnaît pas. Mais pourtant, elle a des réactions, elle réagit à ce qui se passe autour d'elle, etc. Alors, peut-être qu'elle a quelque chose de plus élémentaire que la conscience réflexive. Elle ne se reconnaît pas elle-même, soit, mais elle reconnaît les choses. Mais il y a quelque chose que cela fait d'être elle. Si vous étiez grenouille, peut-être que vous sentiriez qu'il y a de l'humidité, du froid, du chaud, etc. Des choses aussi élémentaires que ça. Voilà. Et donc, on peut descendre comme ça dans l'échelle animale et se demander à chaque fois à quel moment cesse la conscience. Et à chaque fois, pour la garder encore en prise avec ces animaux, disons, entre guillemets inférieurs, je dirais, dans l'échelle de l'évolution, eh bien, il faut en changer un peu la définition. Plus on descend, plus il faut que la définition de la conscience soit élémentaire pour pouvoir encore s'adapter à ces animaux. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question-là. Et vous aviez parlé de conscience universelle. Alors là, évidemment,
Ça, c'est encore plus délicat. Hein. C'est de la conscience universelle, je pourrais dire, je n'ai pas d'expérience. Mais est-ce vrai que j'en donnerai pas d'expérience? Peut-être pas. Peut-être que je mens quand je dis que j'en ai pas d'expérience. Parce que bon, admettons, je ne suis pas très avancé dans ce domaine, mais admettons, quand les rares fois que j'ai réussi à méditer de façon un peu plus profonde que d'habitude, est-ce que c'était moi que je sentais, ou est-ce que c'est simplement il y a, ou ça sent? Est-ce que j'étais encore là pour ressentir, ou est-ce qu'il y avait simplement du ressenti? Écoutez, j'ai un doute, je me pose la question, et peut-être que dans ces états-là, il est possible qu'on ait une forme de conscience non personnelle. Autre chose, je pense cette fois toujours à l'un de mes philosophes français préférés, Maurice Merleau-Ponty, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le visible et l'invisible ». Et dans le visible et l'invisible, il dit « Il y a quelque chose qui est étonnant dans le monde. C'est mon corps, le corps propre. Mon corps, il a une propriété curieuse, d'être bifacial. Je peux voir mon corps, je vois cette main. Elle m'apparaît comme un corps séparé, si vous voulez, un corps visible. Mais ce corps, si maintenant je l'utilise comme ça, je touche la table, je sens. Grâce à ma main, je sens. Donc ma main, elle est à la fois un corps visible et un corps sentant. Ou mieux, elle est à la fois un corps sensible et un corps sentant. Ceci est une réalité à double face, une réalité étonnante, dont je n'ai pas l'habitude avec d'autres choses. Mais là c'est là que Merleau-Ponty se creuse un peu et il dit « Oui, mais au fond, quand je regarde les choses, c'est toujours des choses qui me semblent extérieures à moi. Au fond, je n'en ai pas une connaissance immédiate. Par contre, de mon corps, j'ai une connaissance immédiate. De ma chair, j'ai une connaissance immédiate. Mais ma chair, elle fait partie de ce monde visible. Mon corps, il est en continuité visuelle avec ces choses visibles. Ces jambes, je les vois en même temps que la table. Donc, au fond, mon corps, il appartient à ce monde. Par conséquent, je continue son raisonnement un peu étrange, par conséquent, le point auquel je connais le plus directement, le plus immédiatement le monde, c'est ce corps, mon corps. Là se révèle en moi la nature du monde. Et la nature du monde, c'est justement d'être une chair, d'être un senti-sentant, d'être une réalité qui se coupe en deux pour se donner quelque chose comme objet et rester en retrait de l'autre côté comme sujet. Et donc, il finit comme son raisonnement comme ça, et il dit finalement, le monde entier est une chair capable de se sentir en même temps que d'être sentie, parce que là, dans ce corps, se révèle la vraie nature du monde, qui est d'être une chair. Voilà en gros le raisonnement de Merleau-Ponty. C'est assez étonnant, beaucoup de philosophes ne sont pas du tout convaincus, mais je trouve qu'il y a un geste assez héroïque de tenter de détecter la nature du monde à partir de la nature de notre expérience présente. Et si c'est le cas, si on donne raison à Merleau-Ponty, alors il faut dire que le monde entier, en effet, est conscient. Est une conscience, une espèce d'entité à double face, à la fois sentie et sentante. Si le monde est sentant, alors c'est qu'il est conscient. Ça rejoint la mécanique quantique. Comment ? Ça rejoint la mécanique quantique. Spécialiste de mécanique quantique. Là, justement, moi, vous savez, c'est probablement le sujet que j'ai le plus étudié dans ma vie. C'est-à-dire, pendant 25 ans, j'ai travaillé sur la philosophie de la mécanique quantique, et je ne suis pas aussi convaincu que la plupart que ça ait rapport avec la conscience, que ça ait rapport avec toutes les questions de médecine, etc., qui nous concernent. Je pourrais vous en parler de la mécanique quantique, mais la mécanique quantique, c'est un sujet magnifique, qui nous révèle aussi quelque chose, qui nous révèle d'une certaine façon quelque chose de semblable, vous l'avez dit, à la conscience, mais pas identique. Qu'est-ce que ça nous révèle ? Ça nous révèle que l'être connaissant, le physicien, ne peut pas se détacher complètement des processus qu'il étudie. On dit habituellement que le physicien, lorsqu'il étudie un processus,
doit par exemple envoyer de la lumière et donc perturbe le processus qu'il veut étudier. Et le problème, c'est donc que le phénomène, c'est quelque chose qui ne peut pas être dissocié en une part qui est attribuable à l'objet et une part qui est attribuable à nous en tant qu'être agissant et en tant qu'être intervenant par nos processus instrumentaux sur les objets qu'on veut étudier. Donc, il y a la notion d'une inséparabilité entre le connaissant et le connu qui intervient de façon assez massive en physique quantique. Mais cette inséparation, elle est essentiellement praxique, elle est matérielle. C'est l'inséparation entre la matière qu'on veut explorer, qui est la matière, si vous voulez, des particules élémentaires, et la matière de nos appareillages de mesure. Ça ne va pas jusqu'à dire qu'il y a une indivisibilité aussi existentielle, aussi vécue que celle que nous dit Merleau-Ponty. Ceci dit, alors maintenant, donc j'ai essayé de séparer les deux. Ceci dit, Merleau-Ponty, notre philosophe français, a fait des développements extrêmement intéressants dans le visible et l'invisible, et aussi dans ses cours au Collège de France des années 59-60. Il a fait des développements sur le parallèle entre sa phénoménologie de l'incarnation et la physique quantique. Et ce qu'il dit n'est pas mal du tout. Et le fait qu'il ait compris à ce point la physique quantique, alors que ce n'était pas un physicien, prouve probablement que la structure mentale à l'œuvre dans la philosophie de l'incarnation qu'il développait est assez semblable, en effet, à celle qu'on doit mettre en œuvre dans la physique quantique, parce que c'est aussi une philosophie de l'inséparation. Le mot technique en philosophie de la physique quantique, pour dire cette inséparation, c'est contextualité. C'est-à-dire l'impossibilité de s'affranchir du contexte. Et il y a même des théorèmes en physique quantique qui sont des théorèmes de contextualité. Le théorème de Cauchy et Specker est un théorème de contextualité. Et je pourrais presque vous le montrer au tableau. Voilà. Une autre question? Merci beaucoup. Alors évidemment, je suis un peu impressionné. Ça fait un moment que j'ai un bouquin sur le relationnel. Ah oui. Les jours proches, j'ai à Paris. J'ai commencé la conscience actuelle, là aussi, ça faut la trouver. Enfin. Alors vous avez parlé de Varela. Vous n'avez pas évoqué son concept d'autoréférence, qui me semble essentiel. Et vous n'avez pas parlé de von Förster, qui parle en particulier de l'autoréférence en abîme, c'est-à-dire cette espèce d'autoréférence à l'infini qui est le je qui s'autodétermine contre le monde, face au monde et dans le monde. Donc, le moi, vous n'avez pas parlé du moi, jamais. Le mot n'a jamais été employé. J'ai parlé de je. J'ai moi-même dirait le Picard. Freud a bien distingué le moi, le surmoi et le ça. Donc il y a quelque chose d'important. Et vous n'avez jamais évoqué la notion de système. Or, moi je fais référence à un auteur que je révère, c'est Niklas Luhmann, qui est complètement chassé de France. Les éditeurs n'en veulent pas. Or, c'est un auteur essentiel. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas de traduction française. Il y a une citation justement de Luhmann qui me plaît beaucoup. Nous sommes chassés du paradis, c'est-à-dire que la connaissance obligatoirement nous sépare du monde. En même temps qu'elle nous ramène au monde. Mais par l'autoréférence en abîme, l'individu conscient jette tout ce qui n'est pas lui. Et donc, je suis sceptique sur la réconciliation à la Dalai Lama, à la bouddhique et tout, même si je suis ouvert à ces perspectives. Voilà. Merci. Alors, l'autoréférence. Bon, évidemment, j'ai parlé de l'autopoïèse chez Varela, et de fait, pour Varela, c'est exactement comme ça qu'il faut concevoir l'autoréférence dans les êtres vivants, c'est-à-dire un processus d'auto-fabrication. Bien entendu, il y a un autre point, c'est-à-dire, ça c'est une description extérieure de l'être vivant. Vous
avez un cycle de réactions biochimiques qui se reproduisent, etc. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes cet être vivant en train de se reproduire lui-même. Alors, vous avez ce que vous appelez l'autoréférence. C'est-à-dire que vous référez sans cesse à vous-même. Et vous revenez sur vos propres opérations mentales. Et là, effectivement, vous avez une opération qui vous permet de vous reconnaître vous-même. Donc, effectivement, l'autoréférence, je dirais, c'est la variété vécue de l'auto-organisation et de l'autopoïèse, de concepts qu'on pourrait qualifier d'objectifs par opposition à ce concept de renvoi à soi-même. Alors, le moi, bien sûr, le surmoi, bien. Bon, alors ça, c'est des concepts, je ne sais pas si je dois beaucoup aborder ces concepts psychanalytiques, mais donc, pour aller jusqu'au bout de l'autoréférence, il faut véritablement travailler pour se mettre en contact de sa propre expérience, se rendre conscient de sa propre expérience. Et ça, franchement, seules ces disciplines, il ne suffit pas de tourner autour de soi-même, de sans cesse réfléchir, il s'agit aussi de se déposer en soi-même. Et c'est pourquoi je dirais que les disciplines d'époquée phénoménologique et de méditation sont un outil important dans ce processus de renvoi à soi-même et de préparation de l'autoréférence. Votre question, réaction? Dans l'histoire du monde, il y a eu l'apparition de la vie, et la conscience est apparue après. Mais est-ce qu'on pourrait dater, en quelque sorte, l'apparition de la conscience dans l'évolution humaine? Bon, écoutez, alors là, c'est un immense problème que vous posez. Un immense problème. Ça, en gros, la palette des opinions sur ce sujet va... Alors, au plus extrême, vous avez les panpsychistes. La conscience a toujours été là. D'accord? Mais elle était là, évidemment, sous des formes extrêmement primitives, qui n'ont rien à voir avec la conscience évoluée que nous avons. Alors, ça, tout dépend. Ensuite, vous avez des gens qui considèrent que la conscience est apparue... Attendez, je vais vous situer exactement. En 2700, il y a 2700 ans. Il y a 2700 ans. Avant... par exemple, Achille, Agamemnon n'étaient pas conscients. Et pourquoi les prophètes hébraïques n'étaient pas conscients. Je vous donne l'opinion de Julian Jaynes. D'accord ? C'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle quelque chose comme The Bicameral Mind. Consciousness and the Bicameral Mind, quelque chose comme ça. Bon. Donc, si vous avez des opinions aussi variées, d'accord, qui vont de moins 13 milliards d'années au Big Bang, jusqu'à il y a seulement 2700 ans, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que les définitions de la conscience varient énormément. Qu'est-ce que la conscience? Si vous dites la conscience, c'est la capacité de savoir que tous les processus mentaux qui se manifestent en moi par des paroles, des pensées, etc., sont bien miennes, me les attribuer. Eh bien ça, les héros de l'Iliade, aussi bien que les prophètes hébraïques, n'avaient pas cette fonction. Ils entendaient des voix. Et c'est ça ce que dit, Jaynes. Il dit, s'ils entendaient des voix, alors, évidemment vous direz, oui, mais c'était normal, c'était surnaturel, c'était les voix des dieux ou de Dieu. Mais pour lui, c'est que simplement, ils avaient une structure mentale qui n'était pas telle qu'ils étaient capables de se rendre compte de l'intériorité de leurs activités mentales. Est-ce que c'est pas à propos de la conscience de sa propre mort que l'homme a commencé à... Oui, alors ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça. Parce que ça dénote quand même d'une conscience, là. C'est possible. Alors voilà, vous voyez, chaque chose que vous prenez comme critère va vous donner une date. Donc, Jaynes, vous avez vu son critère, et il se donne une date, moins de 2700 ans. Si vous dites, les êtres humains se sont très tôt rendus compte qu'ils étaient mortels, et qu'ils avaient à rendre hommage à ces êtres morts, qui étaient un peu eux-mêmes,
D'accord? Ils savaient qu'eux-mêmes étaient mortels. Donc toute cette opération qui consiste à honorer les morts, à se rendre compte qu'on est mortel, etc., c'est une forme de conscience. Si vous admettez ça, eh ben, ça remonte très loin. On a des tumulus, etc., qui, alors, au moins à moins 40 000 ans, mais probablement bien avant, à moins 100 000, moins 200 000, etc. Mais attention, vous savez que les éléphants font quelque chose de très voisin. Ils revont voir les éléphants de leur famille qui étaient morts. Et ils revont voir le squelette. Et ils ont des réactions émotives face au squelette. C'est quand même, si c'est ça, ça remonte très loin. Et ainsi de suite. Si vous dites simplement la conscience, c'est ce que les Anglais ou les Américains appellent sentience, le simple fait de sentir, de ressentir. Ça peut remonter encore bien plus bas. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez ? Donc la frontière est extrêmement fluctuante et poreuse selon les définitions de la conscience. Et dans mon livre, j'ai mis justement une sorte de tableau pour dire, selon la théorie, selon le stade évolutif que vous désignez comme étant propre à la naissance de la conscience, vous direz que la naissance de la conscience date de temps, etc. Donc c'est pour ça que les livres sont gros, parce qu'il faut faire beaucoup de choses dedans. Est-ce qu'on pourrait supposer que la conscience a plutôt choisi l'homme à l'éléphant pour, en quelque sorte, développer ses capacités dans l'ensemble de l'univers Je ne sais pas si elle a choisi quoi que ce soit, mais nous sommes choisis nous-mêmes. Et nous avons développé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un moment... Alors ça, c'est vrai qu'il y a eu un moment explosif dans l'évolution de l'humanité, où tout à coup, la culture est apparue. Les symboles, les fabrications, les outils, etc. Tout ça est apparu. Et là, ça nous ramène à quelques centaines de milliers d'années. La conscience dans le cerveau ou la conscience en dehors du cerveau? Je dirais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Dans le cerveau, ça serait simplement une fonction particulière du cerveau, mais vous voyez que c'est, à mon avis, beaucoup plus vaste que ça. Et puis aussi, il y a le fameux paradoxe. Attention, ne dites pas trop vite que votre conscience est dans le cerveau, parce que le cerveau, c'est avant tout un objet de votre conscience. Oui. Bon, donc il y a un paradoxe d'autoréférence. Dans l'expérience de Pamela Reynolds, par exemple, quand elle a fait une EMI, elle avait un encéphalogramme plat, parce qu'elle avait une mise en état de mort cérébrale, et elle avait quand même conscience de ce qui se passait dans la pièce. On a des exemples comme ça. Ça pose un problème, quand même, un problème majeur, je pense. Ça pose un problème. Pour autant, dirais-je que la conscience est extérieure au cerveau? Je ne le dirais pas non plus. Parce que, si vous voulez, ça lui donnerait une sorte de réalité matérielle différente, comme si, vous voyez, c'est un peu la métaphore que toutes les cultures ont retenue, celle du souffle, du vent. Le ruach, ou psyché, ou anima, etc. C'est toujours du vent. Donc c'est quelque chose d'aérien, la conscience. D'accord? C'est ni l'un ni l'autre. Moi, j'aime bien la métaphore bifaciale de Merleau-Ponty, ou alors d'ailleurs la métaphore bifaciale de William James. La métaphore bifaciale de Merleau-Ponty, je vous l'ai dit, c'est cette chair qui est à la fois sentante et sentie. La métaphore bifaciale de William James, c'est la conscience est au cerveau, ce que le concave est au convexe d'une même courbe. Les visions bifaciales de Spinoza, c'est l'attribut pensé est parallèle à l'attribut étendu, mais ce sont deux attributs de la même substance, cause de soi. C'est toujours cet aspect bifacial, double aspect, etc. Je ne sais pas si cette métaphysique est correcte, mais dans toutes les investigations que j'ai pu faire, c'est celle qui m'a paru le moins inexacte possible, étant donné ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Les autres métaphysiques, c'est quoi? Ça serait le monisme matérialiste. Tout est matière, et la conscience, c'est juste une efflorescence. Sauf que le cerveau, c'est un objet de notre conscience. Donc, attribuer à un objet de notre conscience la tâche de fabriquer notre conscience, c'est un petit problème conceptuel. Bon. Ensuite, vous avez le dualisme. Il y a la matière et l'esprit. Sauf qu'on sait très bien que le problème est comment ils communiquent. C'est Descartes. Voilà, c'est Descartes
disons, à partir de la deuxième ou troisième méditation. Mais dans la première, il est très phénoménologue, et il ne dit pas il y a la res cogitans et la res extensa, il dit simplement, voilà, il y a de l'expérience, je regarde des choses, je pense, je doute de tout, et tout à coup, quand je doute de tout, eh ben, je me rends compte qu'il y a quelque chose dont je ne peux pas douter, c'est de moi doutant. C'est qu'il y a du doute, ça doute, je doute, tout ça je ne peux pas en douter. Et là, du coup, il sépare entre ce dont il peut douter et ce dont il ne peut pas douter. Ce dont il peut douter, c'est la chose étendue, et ce dont il ne peut pas douter, c'est la chose pensante. Mais là, il y a déjà une surconceptualisation. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est le dualisme. Ensuite, il y a quoi ? Il y a l'idéalisme, c'est-à-dire le monisme de l'esprit ou de la conscience. Ça, sachez que c'est, enfin, vous savez sûrement, c'est une des philosophies les plus répandues en Inde et au Japon, où on considère que la seule réalité, c'est l'esprit. Et moi, je me rappelle avoir déjeuné avec des étudiants indiens en physique nucléaire, et je leur dis, comment vous concevez la réalité ? Ici, on dirait, ah oui, bah, c'est un assemblage de particules gouvernées par des champs de force. D'accord ? Mes étudiants indiens, là, ils disaient, oh, bah, la réalité, c'est très simple, c'est une projection de la conscience. Vous dites ça sérieusement ? Ils disent, mais oui, bien sûr, ça ne vous paraît pas évident ? Mes étudiants français, ils ne diraient pas la même chose. Donc vraiment, c'est un trait culturel, ça. Donc ça, c'est le monisme idéaliste. Costa de Borgard pensait ça. C'est ça. Il y en a pas mal qui pensent ça. Il y en a pas mal en Occident, mais en Inde, c'est majoritaire. En Occident, c'est minoritaire. Donc, monisme idéaliste, monisme matérialiste, monisme neutre. Et alors ça, c'est le monisme neutre, c'est il y a un seul être bifacial. Et c'est un peu ça que je vous ai raconté à travers les variétés de Merleau-Ponty, de William James, de Spinoza, etc. Voilà, c'est une métaphysique intéressante. La notion d'information ne vient-elle pas avec la rétroaction, etc. Et à penser ça. Alors la notion d'information, elle est extraordinaire parce que de nos jours, on en traite énormément. C'est probablement le concept le plus important du XXIe siècle, et sans doute du XXe aussi. Mais c'est pas facile, parce que l'information, ça peut avoir plein de définitions. Il y a la définition la plus simple, la plus banale, celle qu'on avait avant Shannon, avant 1948, c'est simplement quelque chose qui nous vient du monde et qui est signifiant pour nous, qui nous dit quelque chose sur le monde. On peut avoir des informations sur le monde à travers un journal ou à travers des paroles, etc. Mais quelque chose nous vient du monde et nous fait réagir. Mais Shannon, en 1948, a formulé une définition de l'information qui est entièrement objective. L'information, c'est une quantité définie par des probabilités de survenue d'un événement ou d'un symbole. Il y a une formule, je vous la passe, hein, vous la connaissez sûrement, mais qui fait intervenir la probabilité des symboles ou des événements. Mais là, la probabilité, c'est, d'après Shannon, une propriété objective des séquences d'événements dans le monde. Et donc, on ne parle plus de nous. L'information devient quelque chose de complètement extérieur à nous. Et donc, quelque chose qu'on peut travailler à travers des artefacts qui sont extérieurs à nous également, qui s'appellent les ordinateurs. Donc, l'information, on n'a même pas à la regarder, elle se travaille toute seule dans les ordinateurs, et il arrive à la fin quelque chose de signifiant pour nous à travers les écrans. Voilà l'information. Et donc ça pose problème cette information complètement abstraite et complètement objective, parce que en quoi représente-t-elle vraiment quelque chose qui est pertinent pour nous? Donc c'est une des questions qu'on peut se poser. Une toute dernière question. Moi, je vais apprendre. Oui. Est-ce que la conscience ne se créerait pas juste par un nombre X de neurones? Et est-ce que les nouvelles technologies
Est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies peuvent créer une conscience artificielle? Bon, effectivement, ça c'est l'opinion courante de la plupart des neurobiologistes. La conscience est créée par un travail suffisamment complexe des neurones. Bon, mais la question c'est comment expliquer que la complexité aboutisse à la conscience? Personne n'a même pas la moindre clé pour ça, même pas le début du commencement d'une piste. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en effet, avec ces amas de neurones très complexes, on a des êtres qui ont des réactions elles-mêmes complexes, qui, pour nous, de l'extérieur, évoquent la conscience. Mais, il y a un philosophe, vous n'avez pas parlé de ça, un philosophe qui s'appelle David Chalmers, un philosophe américain, qui a dit « Ok, imaginez que vous ayez un robot suffisamment complexe, avec des processus eux-mêmes extrêmement élaborés, qui vous renvoie l'image de quelqu'un qui a un comportement semblable à ceux des êtres humains. Est-ce que vous pourriez dire pour autant que cet être a quelque chose que cela fait d'être lui, c'est-à-dire une conscience non pas au sens de quelque chose qui serait observé de l'extérieur ou inféré de l'extérieur, mais au sens de quelque chose qui serait vécu comme tel. Et chacun se dit non, je n'ai absolument pas de critères pour décider ça. Aucun critère. Donc c'est ça le problème. Si vous voulez, les signes extérieurs de conscience se manifestent à partir du fonctionnement complexe d'un certain réseau neuronal, mais est-ce qu'on peut aller au-delà du comportement complexe vers un vécu qu'on appelle à proprement parler conscience? Est-ce que cette complexité du fonctionnement neuronal, est-ce que ces comportements qui laissent apparaître quelque chose qui nous fait interpréter l'autre comme un être conscient, est-ce que tout cela est suffisant pour que la conscience émerge? Et donc, est-ce qu'on peut reproduire ce processus et faire émerger de la conscience artificiellement avec des robots, des ordinateurs, etc. Toutes ces questions sont des questions, à mon avis, sans réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude en ce qui concerne la conscience d'un être complètement différent de nous. On n'a pas de définition absolument convaincante et de critères absolument convaincants pour ça. Du coup, on m'a justement une fois invité sur la conscience artificielle et on m'a posé la question, est-ce que vous croyez que la proposition « la conscience artificielle existera un jour » est vraie ou fausse? Et moi, j'ai répondu, comme d'habitude les philosophes, ils esquivent toujours la question. J'ai dit, pour moi, c'est simplement que la question n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que pour une proposition avoir du sens, c'est pouvoir être testé expérimentalement. Comment voulez-vous tester expérimentalement la notion selon laquelle un robot a une conscience? C'est impossible. Vous ne pouvez pas entrer dans le robot pour savoir qu'il a une conscience. Par contre, vous pouvez voir des manifestations qui vont vous dire « Ah, ce robot se comporte comme s'il était conscient. » Ça, oui. Et vous aurez même des comportements vis-à-vis de lui qui vous feront être avec lui comme vous le seriez avec un sujet humain. Bon, très bien. Sauf que vous ne saurez jamais si lui vit quelque chose. Son point de vue personnel. Vous ne savez pas. Et vous ne pouvez pas savoir par définition. C'est ça qui est incroyable. Donc, sur le plan... c'est une question très délicate, mais à mon avis, une question très... D'abord, à laquelle, à mon avis, on ne peut pas répondre. Mais la deuxième, c'est qu'au fond, pour les chercheurs, et en particulier pour les créateurs d'artefacts, de robots, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est que ces robots soient de bons partenaires pour les êtres humains. Et s'ils sont des comportements qui évoquent très fidèlement le comportement d'être conscient, alors ils seront de bons partenaires pour les êtres humains. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, ce sera le mot de la fin parce qu'on va devoir fermer ensuite, désolé. Vous pourrez en discuter. À moins d'avoir une histoire d'amour avec le robot. Oui, c'est ça. Oui. Alors, voilà, je vous conseille un roman, L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam, c'est génial. Merci beaucoup à toutes et à tous et merci encore une fois à Michel Dubol. Merci vraiment très chaleureusement et très sincèrement. On espère que cette conférence vous a passionné.
Merci, à bientôt.